si on parlait des trafics de drogue, de l'argent généré par les trafics de drogue et des complices passifs. RMC, les grandes gueules. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup évoqué les fusillades en série sur fond de trafic de drogue. Alors, il y avait encore des exemples hier à Nice, au quartier des Liserons, à Grenoble et Chirolles, pour la 7e fois en un mois. Des règlements de compte de bandes en ville, là où les points de deal rapportent 35 000 à 40 000 euros par jour. Le marché du cannabis en France, il a été évalué à 3-4 milliards, 3-4 milliards d'euros. Et c'est une évaluation qui se base en fait sur les saisies. De la drogue. Des saisies de drogue. Que du cannabis. Non, il y a saisie de cannabis, il y a aussi les autres saisies. Aujourd'hui, cannabis, 3-4 milliards. Ouais, et on dit que c'est peut-être plus 6 milliards même. Et aujourd'hui, la cocaïne est en train de monter de façon très très nette partout. Alors, c'est 3-4 milliards et les saisies, on parle toujours de, vous savez, un point de deal, un guetteur, c'est 300 euros. C'est en liquide, on ne demande pas un virement dans ces cas-là. Et donc, cet argent liquide, c'est vrai qu'il profite à beaucoup de monde, aux trafiquants et puis à tous ceux qui gravitent autour, y compris à tous ceux qui sont dans les quartiers et qui ont des commerces et qui voient arriver de l'argent. Et c'était d'ailleurs le coup de gueule du préfet Leclerc, hier, qui a été en poste à Marseille, qui a travaillé aussi, il a dirigé la lutte contre les stupéfiants. Voilà ce qu'il disait. À côté de la lutte contre le trafic, il y a aussi le blanchiment d'argent, où il faut aussi faire des mesures, à mon avis, prendre des mesures très claires, très classiques, mais qu'on a oubliées ou qu'on ne fait plus. C'est de carrément attaquer aussi les bons citoyens, parce qu'il n'y a pas que les mauvais citoyens qui bénéficient de l'argent de la drogue. Il y a aussi les commerçants, il y a aussi tous ceux qui... Parce que ça brasse du liquide. Ça brasse du liquide. Ouais. Et il y a des gens qui sont complaisants. Voilà, il dit voilà, faut aussi attaquer les bons citoyens, les commerçants qui sont autour, qui savent aussi d'où vient l'argent, parce qu'ils sont complaisants. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que l'argent de la drogue arrange beaucoup de monde et finalement, on laisse passer? Il faudrait être beaucoup plus sévère. 32-16 pour en parler avec les GG. Étienne Liebig. D'abord, il y a un truc qu'il faut redire, c'est ce qui est toujours surprenant, c'est qu'en France, on nous parle toujours des quartiers. Mais il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, là où il y a le plus de consommation, je vais vous donner les 4 régions où il y a le plus de consommation de cannabis en France. C'est d'abord la Nouvelle-Occitanie, c'est ensuite la Bretagne, c'est ensuite la Nouvelle-Aquitaine et en dernier lieu l'Auvergne. Oui, mais tu raisonnes par région. Non, excuse-moi. Un quartier, c'est autre chose. Non, je parle de ça. Je dis juste que dans ces 4 régions-là, où il y a le plus de consommation de cannabis et aussi... Non, pas dans les quartiers. Pas du tout dans les quartiers, partout, parce que en fait, par exemple, la Bretagne, c'est le lieu où il y a le plus de gens qui plantent. C'est là qu'il y a des guetteurs dans les hameaux. Est-ce qu'on peut terminer? Oui. Est-ce qu'on peut terminer? On ne parle pas de ça. Je parle de la consommation. Aujourd'hui, la consommation, c'est ça. C'est de régions dont on n'entend jamais parler sur le plan répressif parce qu'on s'en fout. En fait, on s'intéresse uniquement à la banlieue parisienne, Paris qui arrive très loin. En fait, l'Île-de-France est pratiquement la dernière région, et PACA qui est la 6e région de consommation. Laisse-moi terminer, c'est une statistique réelle. D'ailleurs, c'est pas que sur le cannabis, c'est aussi sur les autres drogues. Et ce que je voudrais dire... Tu parles de consommation, là. De consommation. Et donc, ça veut dire que tout le monde, c'est-à-dire qu'on se concentre sur des quartiers parce qu'on veut montrer et que c'est politique, cette chasse. Mais en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et la Bretagne, qui reste la plus grande consommatrice, pas seulement de cannabis, mais aussi des autres drogues, est tout à fait tranquille sur le plan de la répression. Et alors, donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, tout le monde profite du trafic de drogue. Tout le monde profite du trafic de drogue, c'est-à-dire que tout le monde profite du fait que des gens aient de l'argent liquide pour payer des artisans, pour payer... Même quand tu arrives au péage d'autoroute, quand tu sors... Mais tout le monde, mais les restaurants, mais partout, mais pas que sur les quartiers, partout. D'ailleurs, les gens ne consomment pas quand ils ont du blé. Figure-toi qu'ils vont plus dans les restaurants qui coûtent cher en centre-ville que sur le quartier manger un kebab, puisqu'ils ont assez de fric pour consommer. Donc en réalité, ce marché-là, il existe parce que tout le monde en profite. Et on voit bien que c'est un système... C'est ce que reproche le préfet, d'ailleurs. L'ancien préfet des Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut arrêter de fermer les yeux sur tous ceux qui profitent aujourd'hui dans les quartiers. Quand tu vas ouvrir des barbeurs, quand tu vas ouvrir des sandwicheries... Tu vois, toi aussi, tu dis quartier, mais par exemple, quand c'est pas les quartiers, qui est-ce qu'on profite? Non, mais c'est dans les villages, Alain, que tu nommes. Mais vous avez tort de vous moquer. C'est dans les villages bretons. Moquez-vous. Vous moquez-vous
Non, je ne moque pas, on vient d'apprendre quelque chose, c'est que c'est essentiellement dans les villages bretons et de Nouvelle-Occitanie que se trouve le cœur du deal en France. Dès qu'on dit un truc, c'est intéressant parce que la façon dont tu réagis... La façon dont tu le présentes, surtout. Je donnais les 4 régions dans lesquelles... Tu globalises par région, mais au sein des régions... Je n'entends jamais, pour l'instant, vous allez me dire, vous êtes peut-être au courant, je n'entends jamais de discours de répression sur ces 4 régions. Citez-moi un endroit sur ces 4 régions, y compris dans des grandes villes, y compris à Rennes, y compris à Lorient, y compris... Citez-moi où on nous dit il y a véritablement un véritable... Or, ce sont les premières consommatrices. Bon, moi, je dis que politiquement, on a ciblé Marseille, la région PACA, on a ciblé Toulouse sur la question de la cocaïne parce qu'on sait, parce que c'est des grandes villes. On a situé la banlieue parisienne... mais que le reste, on n'entend pas parler, parce que c'est uniquement politique. Citez-moi. Peux-tu nous éclairer, aller jusqu'au bout de ta pensée, parce que tu parles parfois par espèce de sous-entendu. Donc, quel serait l'objectif politique donc ? De recentrer sur des quartiers qui sont politiquement stigmatisés. Oui, il s'agirait de stigmatiser quoi comme population donc ? De stigmatiser les gens qui habitent dans les quartiers. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, on va chercher sur les 3000 points de deal identifiés par les services. En réalité, on s'intéresserait qu'à quelques tout petits points de deal, peut-être sur les 3200-300, uniquement pour pouvoir stigmatiser des populations des quartiers. Qui ne sert à rien d'ailleurs, puisque le lendemain, il y a autant de c'est un peu méprisant pour les forces de police. Donc en fait, par contre, l'essentiel des points de deal se situe dans les petits hameaux, dans les zones périurbaines et au fond de la Creuse. Moi, je trouve que c'est intéressant. Dans les zones périurbaines, oui. J'espère que beaucoup de magistrats spécialistes de la lutte antidrogue vont pouvoir nous appeler et nous raconter ça. Je ne comprends pas pourquoi tu te moques. Est-ce qu'on peut revenir au cœur du problème ? Les magistrats aujourd'hui disent que le suivi, la trace des flux financiers est de plus en plus difficile. Les magistrats eux-mêmes disent que c'est de plus en plus difficile de tracer cet argent. En dehors de la crypto-monnaie, parce que après que l'argent soit allé en liquide, il y a des circuits pour enregistrer tout ça en crypto-monnaie, il y a des complicités, il y a des évasions à l'étranger hyper facilitées pour faire fuir l'argent. Grâce à l'euro, mais ça c'est une autre oui, sujet. mais aussi beaucoup grâce au... Mais si on avait une monnaie nationale, ça serait plus compliqué. Non, mais grâce aussi beaucoup aux déplacements à l'étranger. Selon l'OFAST, aujourd'hui, il y a à peu près 240 000 personnes en France qui vivent directement ou indirectement de la drogue. Donc, là, et je ne te parle pas là des petits commerçants, etc. Je te parle des gens qui font partie du réseau amical et familial des dealers et qui profitent. Parce qu'au début, on est peut-être réticent à voir son fils ou sa fille dealer de la drogue. Et puis quand on voit le pognon que ça ramène à la fin du mois, on ferme, on va dire, un demi-œil. D'accord ? La problématique, elle est là. Donc je suis navrée, c'est toujours la même chose. Il y a dans les hameaux ou les quartiers, dans les deux cas, que ce soit des hameaux ou des quartiers, on connaît les familles qui... entre guillemets, ont parmi eux des dealers hyper connus. Quand vous avez des descentes de flics à 6h du matin qui défoncent la porte, la mère qui va bosser ou qui est là dans la maison, elle héberge quand même son fils qui, lui, est un dealer du quartier bien connu. Donc le problème, il est là. Aujourd'hui, les familles qui font semblant de fermer les yeux sur le deal du fils ou du cousin ou de la petite sœur, excusez-moi, c'est une réalité. Maintenant, c'est gênant à dire sans doute, mais surtout que ces familles sont ultra minoritaires dans ces quartiers, pourrissent la vie de tout le monde. Donc ces gens-là doivent être sortis de ces quartiers, pas seulement les délinquants, mais la famille qui vit avec, il a été démontré que la famille est au courant des activités et que donc d'une façon indirecte, elle en profite. Alors, pour la déclaration du préfet dont Alain appelait un commentaire, je trouve que c'est un peu tapé à côté, parce que c'est s'en prendre globalement à des honnêtes gens. C'est ce qu'il dit. Bénéficie de ce commerce. Il dit aux bons citoyens, c'est ce qu'il dit aux bons citoyens, à ceux qui sont complaisants. C'est un peu faire diversion, parce que faut s'en prendre là où est le problème. Si on s'en prend aux gens qui encaissent de l'argent dans le cadre de leur activité, c'est un petit peu faire diversion. Donc c'est comment est-ce que le boulanger peut savoir où il faut s'en prendre au véritable complexe du trafic. À ceux qui en profitent, c'est aussi aux familles qui hébergent des enfants. Reconnaissez néanmoins que concernant le cannabis et malheureusement aujourd'hui la cocaïne,
pas encore les autres drogues, mais reconnaissez tout de même qu'à partir du moment où on a 6 millions de consommateurs, on n'est pas dans une drogue, on n'est pas dans un produit, on n'est pas dans un produit, on n'est pas dans un produit de mais là n'est pas aujourd'hui. Si la question est que c'est bon la drogue, c'est bon ou pas? Mais non, c'est de la merde. Mais toutes les drogues sont de la merde. Pour l'instant, on n'a pas inventé de société. Donc il ne suffit pas de prendre le constat qu'il y a 6 millions pour dire finalement, il y a un fait accompli, continuons, pour qu'il y en ait plus. Je dis juste que quand on est devant un produit de consommation courante, 6 millions, c'est de la consommation. Mais tu le banalises là, tu le légitimes en disant ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le vin est... Alors, attendez, quand on est devant un produit comme ça, c'est très complexe de s'attaquer. Parce que tant qu'il y a des consommateurs, il y aura toujours des gens pour vendre. Mais tout est complexe à partir du moment où on ne veut rien faire. Emmanuel et Barbara, ce qui est intéressant dans le raisonnement du préfet, c'est qu'il a été en poste à Marseille. Il a vu le développement du trafic. Ce qu'il dit, lui, aujourd'hui, c'est que c'est toute une chaîne. Et que si on veut lutter efficacement contre cette chaîne, il le dit d'ailleurs dans son raisonnement, ça part du pays producteur à celui qui transforme, au revendeur et à celui qui profite. D'ailleurs, si tu te souviens bien, comment est-ce que des grands barons ou des gros bonnets sont tombés à un moment? Ils sont tombés aussi en les tapant au portefeuille, en demandant s'ils pouvaient justifier leurs ressources. Là, ce qu'il dit, c'est que les petits commerçants qui sont dans les cités, qui servent finalement de blanchisseuse à cet argent et dont ils profitent, c'est pour ça qu'il emploie le terme complaisant. Si tu taris aussi ces blanchisseuses, les trafiquants, tu pourras remonter aussi jusqu'au trafiquant. Comment est-ce que tu prouves la différence entre... Monsieur, d'où viennent vos revenus? Non. Aussi. Comment tu prouves la différence entre le boulanger qui est complaisant, c'est-à-dire il connaît très bien le mec qui vient et qui lui achète et qui lui paye tous les jours 20 balles, 50 balles, et je dis n'importe quoi, le boucher qui, lui, n'est pas au courant de qui est la personne. Donc moi, j'entends bien ce que dit ce préfet, mais... Comment faire la différence entre le commerçant, je voudrais juste finir, entre le commerçant complaisant et le commerçant qui ne sait pas que l'autre vient blanchir l'argent. Par ailleurs, je suis navrée, la plupart des dealers, ils ont tous commencé mineurs. On ne commence pas le deal de drogue à 25 ans. C'est rarement une carrière post-bac. Bon, donc, ils ont tous commencé mineurs. Leurs parents sont au courant des activités délictuelles de leurs enfants. Donc, leurs parents, d'une façon ou d'une autre, profitent de l'argent de la drogue. Donc, encore une fois, avant d'aller taper sur les commerçants, on tape sur le cercle familial et le cercle amical de ces dealers qui souvent commencent mineurs. Michael veut réagir. Bonjour, Michael. Oui, bonjour, les grandes gueules. Vous voulez réagir? Vous êtes du côté du Finistère, hein, c'est ça? Tout à fait, voilà. Donc, commerçant, donc artisan boucher dans un petit quartier difficile. Et moi, les propos de ce préfet, j'imagine maladroit. J'imagine pas complet dans le sens où nous, on n'a eu qu'une partie, donc on ne peut pas forcément juger. Mais moi, je trouve ça dangereux, ce genre de propos. Absolument, c'est scandaleux. C'est scandaleux, d'autant qu'il était en poste. Voilà. C'est facile pour une élite sociale de balancer encore un pavé dans la mare, accuser des commerçants honnêtes. On paye l'URSSAF, on paye la TVA, on paye des charges, on essaie d'employer des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un fonctionnaire qui vient vous attaquer, mais c'est lamentable. Non, mais le 15 du mois, les gens de ces quartiers-là, malheureusement, c'est compliqué. Il n'y a plus d'argent. Donc, on a des chiffres d'affaires, des fois, qui payent juste les charges. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vient nous dire « Ah, vous devez contrôler vos clients. » Mais de quoi on parle, là? Est-ce que c'est mon rôle, à moi, en tant que commerçant, d'aller contrôler la provenance de leur argent? Ça se trouve, ils ont eu un héritage. D'autant que... ça se trouve, c'était simplement de l'argent trouvé par terre, un jeu à gratter. Voilà. D'autant que dans les grands restaurants, on ne demande pas ça. Or, l'argent n'est pas toujours plus clean dans les grands restaurants. Et j'aimerais savoir aussi comment on transforme de l'argent liquide où est-ce qu'on transforme l'argent liquide, par exemple? Est-ce que tous les casinos sont clean, par exemple? Est-ce que les banques, parce qu'il y a des banques françaises et des banques européennes qui obéissent à un certain nombre de règles, mais on connaît, il y a des banques au Moyen-Orient. Il y a des banques qui ne fonctionnent pas toutes de cette façon-là. Je voudrais continuer de discuter avec Michael parce que vous êtes en colère et ça peut se comprendre, mais simplement une question. Vous êtes commerçant, vous dites vous-même, vous êtes dans un quartier qui est un peu compliqué, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais si vous voyez arriver une grosse commande avec de l'argent liquide, est-ce que vous vous dites quand même là c'est un peu embêtant, ou vous prenez le cash? Alors maintenant, quand on est dans des quartiers comme cela, on va pas se mentir que 60% de la population qui réside dans ce quartier-là va venir avec du cash. Pourquoi? Parce que vient d'où ce cash? La caisse de l'allocation familiale,
fait un dépôt le 5 du mois sur leur compte, d'accord? Ces gens-là, afin de ne pas se retrouver dans des difficultés, beaucoup n'ont plus confiance aux banques, ont peur des agios, ont peur de ceci, ont peur de cela, donc prennent l'argent directement et ils ont leur budget, vous savez. Ils vont acheter au début du mois, ils vont acheter le 15 du mois, ils vont stocker dans les congélateurs, c'est pas par plaisir. Je pense que ces gens-là préfèrent largement consommer au jour le jour, pouvoir consommer comme tout le monde, mais la précarité fait que il faut essayer de s'en sortir comme on peut. Il faut être gestionnaire. Quand la vie est dure, il faut être un bon gestionnaire. Donc maintenant, on va nous dire, nous, commerçants, bah oui, mais c'est l'argent liquide, vous ne posez pas de questions. Mais c'est une blague. C'est une blague parce que ce soit un cadre d'entreprise qui vient payer en cash. D'accord. Vous ne savez pas, dans les quartiers compliqués, où sont les dealers, quelles sont les familles. L'argent des salons de massage chinois, par exemple, tu penses que quand les gens viennent consommer, on va contrôler, alors que ça représente 300 salons de massage à Paris. Ça a été référencé aujourd'hui, justement, par les services policiers et les services du fisc. L'ouverture aujourd'hui des barbiers, des sandwicheries et des salons de massage, justement, c'est un problème. C'est du blanchiment, c'est de la lessiveuse. C'est de la lessiveuse. C'est de la prostitution aussi. Après, je vais vous dire clairement, le fisc, ils savent très bien fouiller là où il faut fouiller. Donc au bout d'un moment, celui qui est complaisant, celui qui s'arrange là-dessus, pas de problème. Mais les propos de ce préfet sont scandaleux. J'ai honte pour ces paroles qui sont maladroites. Je demande à ce préfet. Il n'y est plus, préfet. Je demande même à cet individu de faire des excuses publiques, parce que c'est honteux ce qu'il a dit. Alors, en même temps, Mickaël, je pense que le préfet veut aussi montrer que la complexité dans les quartiers de l'intrication, dans les quartiers et les hameaux, j'ai oublié de préciser. Les bourgs. Vous êtes con, vous foutez de ma gueule parce que j'ai les chiffres là. Attends, les suivre. Le fait qu'il y ait un tel enquistement de l'économie de la drogue dans ces quartiers qu'à un moment donné, on n'arrive plus à retrouver et à voir clairement avant. Vous connaissiez la famille machin ou la famille truc, on savait que c'était les malfrats, les ci, les là. Maintenant, tout le monde, c'est des réseaux qui sont tellement développés. C'est pas le travail de Mickaël de contrôler l'argent de ses clients, c'est tout, point barre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que le préfet veut de cette façon-là alerter sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des quartiers entiers, des régions entières et des espaces urbains entiers qui sont complètement minés, gangrénés par l'argent de la drogue. Alors après, qu'on n'ait pas trouvé la solution, je veux bien, mais enfin au moins dire la réalité de ce que c'est et dire que donc... Vous défendez toujours l'argent liquide vis-à-vis des artisans, par exemple, quand on dit les gens se font payer au noir parce que sinon s'ils se faisaient payer intégralement, oui, tu te fais faire ton toit, le mec te demande 40 000 euros, tu lui en donnes 12 000 liquides, et tu crois qu'il va contrôler d'où viennent les 12 000 liquides que tu as donnés? Tous les artisans se font payer en liquide la moitié du truc et vous les défendiez sur ce plateau même en disant on n'arrivera pas à vivre si tout le monde se fait payer légalement. Ne fais pas le ventriloque, s'il te plaît. Non, je fais pas le ventriloque, c'est la réalité. Tu pars d'un truc pour arriver à un autre. On est en train de parler de l'argent de la drogue et toi, en fait, à chaque fois, tu essaies de noyer le poisson. L'argent liquide. En essayant de dire que ce problème-là n'est qu'un problème parmi d'autres. Et puis, il y a l'argent liquide des artisans. Bah oui, mais l'argent liquide des artisans, il fait pas des millions de morts. Non, mais il fait pas des millions de morts derrière. Sur le cannabis, il fait des millions de morts. Non, quand je vais donner 1000 balles à mon plombier pour faire une réparation, je suis pas mon argent, mais 1000 balles, si je le paye au black, je suis pas en train de recycler l'argent de la drogue. Emmanuel, s'il vous plaît. Merci, 2 secondes. Pause, on respire. Merci à Mickaël d'avoir été avec nous. Et puis on reprend la discussion dans un instant avec ce qu'a dit le préfet Leclerc, qui dit qu'aujourd'hui on est un peu trop complaisant avec tout le circuit et tous ceux qui profitent de l'argent de la drogue, les commerces, les barbiers, les sandwicheries, etc. Et qu'on ferait bien d'aller mettre un peu son nez là-dedans.